Second intervenant, nous allons tenter d'aller un peu vite. Les mondes arabo-musulmans, Monsieur Didier Billon, sur ma droite, directeur adjoint de l'IRIS, auteur de nombreuses études et notes de consultant pour divers ministères, entreprises françaises, responsable de divers ministères géopolitiques sur la Turquie, c'est un spécialiste en politique de la Turquie. En restant au Proche et au Moyen-Orient, nous allons nous diriger vers la centralité des États de la région. Vous pouvez, et de quelle ouverture, et on va passer aussi au niveau, et quelle ouverture pour les champagnes. Oui, merci à vous, et puis merci aux organisateurs, merci aux organisateurs d'avoir fait cette initiative qui nous permet de débattre de questions compliquées. Et je rebondirai sur ce qu'expliquait Jacques dans son introduction sur la fameuse phrase du général de Gaulle à propos des quelques idées simples qu'il avait à propos d'un Orient compliqué. Peut-être avait-il des idées simples, mais elles n'étaient point simplistes. Or, la tendance aujourd'hui, je le regrette pour ma part, c'est que les idées simplistes fleurissent à propos des analyses que certains prétendent commettre à propos de ce monde arabo-musulman, concept sur lequel je reviendrai dans 2 minutes et qui me laisse un peu sceptique pour ma part. En tout cas, mondes arabes, arabo-musulmans, le pluriel est de bonne méthode parce qu'il est très compliqué de définir cette région et de lui donner corps. Il existe très probablement, dans la partie arabe du Moyen-Orient, une sorte de sentiment d'arabité partagé par près de 400 millions d'habitants, mais au-delà de ce constat, considérer que ce qui se passe à Sanaa, au Yémen, n'est pas indifférent aux habitants du Maroc, ce qui se passe à Alger n'est pas indifférent aux habitants du Caire, est probablement une donnée. Une fois qu'on a dit cela, évidemment, nous ne rendons pas compte de la diversité, de la réalité profonde, des réalités profondes de cette région. Alors on me dit souvent qu'il y a une histoire commune. Oui, c'est vrai, une histoire commune, mais qui est diverse. Mais c'est important dans la conscience collective. On me dit aussi qu'il y a une langue. Oui, c'est vrai, il y a une langue, mais en même temps, j'y reviendrai, cette langue, elle est en réalité très diverse selon les régions ou les sous-régions dans lesquelles on se trouve. Donc en réalité, je crois qu'il faut se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que les facteurs de diversité, les facteurs de disparité sont finalement plus nombreux que les facteurs d'unité de la région. Et on peut décliner par quelques exemples, je serai très bref. Au niveau économique, il ne faut pas oublier ces données essentielles. Prenons par exemple, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quelques-uns pour avoir des coups de repère. Le produit intérieur brut par habitant en Arabie Saoudite, c'est à peu près 20 000 $. Au Qatar, c'est 75 000 $. Au Yémen, c'est 1 350 $. Donc évidemment, dans ce cadre, et je pourrais multiplier les exemples, il est difficile de parler d'unité. Au niveau politique, bien évidemment, nous savons tous, et ce sera d'ailleurs l'objet des tables rondes suivantes, qu'il y a des rivalités, parfois brutales, qui se déclinent souvent sous des formes d'affrontements militaires. Et il est évident qu'aujourd'hui, dans l'actualité la plus brûlante, eh bien, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, nous savons que pour le moins, il n'y a pas d'unité. Qu'entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, il y a aussi l'expression de rivalité forte, même si elles prennent des tournures moins dramatiques que sur le terrain yéménite. Si je déplace le focus en allant vers l'ouest de la région, nous savons qu'entre le Maroc et l'Algérie, il y a un conflit qui n'est toujours pas réglé depuis maintenant plusieurs décennies. Évidemment, au niveau politique, il y a une structure qui essaye d'unifier un petit peu les intérêts de ce monde arabe, c'est la Ligue des États arabes. Mais là aussi, nous ne l'aurons pas. Cette Ligue des États arabes, elle existe, c'est un fait, mais en réalité, elle est profondément elle-même divisée par les rivalités qui la traversent. Et je pense que sur les grands enjeux de la région, cette Ligue des États arabes est incapable d'avoir une position commune. Et puis enfin, on peut aussi décliner au niveau géopolitique, c'est évidemment très important, mais chacun des États qui constituent la région n'a pas le même rapport avec l'Iran, par exemple, qui est une autre des composantes essentielles de la région, et ce n'est pas une mince affaire au vu des évolutions géopolitiques de la région, j'y reviendrai. On pourra aussi considérer que le rapport à Israël n'est pas le même. On nous a souvent expliqué que le monde arabe a fait des positions communes sur Israël.
d'un point de vue rhétorique, éventuellement, ça, ils ne sont pas avares de déclarations, mais dans la pratique, c'est quand même un petit peu plus difficile à suivre. Et puis, nous assistons aujourd'hui à des recompositions politiques, et on s'aperçoit assez nettement qu'il y a une sorte de bande d'étroit qui est en train de se créer entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël, pour tenter de régler, je leur souhaite bon courage, ce qu'ils appellent la question iranienne. Donc tout cela montre qu'en réalité, de mon point de vue, tout du moins, il y a plus de facteurs de diversité, de disparité que d'unité. J'évoquais tout à l'heure les aspects linguistiques. Oui, bien sûr, l'arabe littéral est la langue de la révélation coranique, mais il est évident qu'au cours des siècles, cette langue s'est diversifiée, même si je comprends bien que depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une sorte d'arabe standard, dit arabe médian qui est utilisé par les médias. Il est clair qu'un Marocain qui veut s'installer à Oman ou au Yémen va avoir dans un premier temps quelques difficultés à se faire comprendre, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis enfin, sur ce terme d'arabo-musulman, pour ma part, il ne me satisfait guère pour deux raisons principales. Certaines ont déjà été évoquées par Gérard François, mais arabo-musulman, ça passe quand même sous le boisseau le fait qu'il y a là aussi des disparités et des divisions qui peuvent être religieuses. Alors évidemment, je ne parlerai pas des chiites et des sunnites qui sont des musulmans, mais évidemment, il y a encore de moins en moins fortes communautés chrétiennes, et ça, je ne vais pas empiéter sur l'intervention de Benjamin Blanchard. Et puis, d'un point de vue national, vous avez dans la région eh bien, de fortes communautés qui ne sont pas arabes. Alors je pense par exemple aux Berbères, c'est quand même une vingtaine de millions d'individus. Je pense aux Kurdes, c'est une trentaine de millions d'individus, même s'ils sont diversifiés eux aussi. Donc tout cela me fait penser que, il ne faut pas utiliser mon arabe au singulier, ce serait une erreur malheureusement très communément commise dans les médias, ou dans certains cénacles, et qu'il faut utiliser le terme d'arabo-musulman avec beaucoup de prévention. Alors certes, il y a des points d'unité, mais ce que je constate, c'est que les points d'unité sont souvent en négatif. Je m'explique. Vous avez par exemple des systèmes économiques, alors je vais parler des disparités de niveau de vie, mais je pense qu'il y a des systèmes économiques radicalement inégalitaires. Ça, c'est une marque commune à l'ensemble des pays de la région concernée. Bien sûr, cette région n'en a point le monopole, il y a bien d'autres régions de le monde où les inégalités sociales sont la marque de fabrique. Néanmoins, je considère que dans ce Moyen-Orient compliqué, ou ce Proche-Orient, les phénomènes de corruption, de prévarication, de népotisme, de kleptocratie sont quand même monnaie courante et sont un aspect très prégnant. On pourrait aussi considérer qu'en négatif, il y a une sorte de malédiction commune aux pays de la région, c'est le rapport au droit international. C'est-à-dire qu'on parle souvent du deux poids, deux mesures. Et bien, si cette expression du deux poids, deux mesures doit s'appliquer, c'est bien aux pays de la région. Deux exemples comparatifs. Le premier, c'est, vous le savez tous, cette fameuse résolution 242 qui a été votée en 67, donc ça fait 51 ans. Cette résolution 242, votée par le Conseil de sécurité, condamne l'acquisition par la force des territoires palestiniens. 51 ans plus tard, elle n'est toujours pas appliquée. C'est-à-dire que l'ONU n'a même pas été capable de faire appliquer ses propres résolutions. A contrario, je prendrai une autre résolution. J'ai fait un choix, parce qu'il y en a des dizaines, c'est la 678. Celle-là est peut-être un peu moins connue. Elle a été votée le 2 août 1990. Le jour même, pour une fois le Conseil de sécurité a fait preuve de célérité, le jour même de l'entrée des troupes de Saddam Hussein au Koweït. Et là, il y a eu application assez rapide, puisque dans les mois qui ont suivi, il y a eu mise en place d'une coalition, vous vous en souvenez, et l'affrontement militaire contre l'Iran. Donc tout cela nous indique quand même qu'il y a des points communs, même si ceux-ci sont souvent négatifs et entre eux. Un autre point commun, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme des régimes, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exceptions. C'est un constat, on peut le regretter, on peut s'en féliciter, c'est un fait. Mais quand je parle d'autoritarisme, je ne voudrais pas tomber dans une forme d'essentialisme. Il n'y a pas pour moi de malédiction anthropologique qui condamnerait les États de la région à une forme de régime autoritaire, d'autant que derrière l'apparent monolithisme des régimes en place, il y a des sociétés vivantes, très actives, il y a des formes d'individualisation des citoyens
C'est ce qui me paraît le plus important. Et ça nous amène, bien sûr, à ce qui s'est passé en 2011-2012, cette fameuse onde de choc politique que, pour ma part, je me refuse à appeler printemps ou révolutions arabes. Je pense qu'il faut être précis dans les termes qu'on utilise. En tout cas, cette onde de choc politique, même si les espoirs qui avaient été fondés à l'époque n'ont pas été suivis d'effet, probablement le regretter, mais nous indique l'énorme potentiel qui existe dans cette région. Et cela s'accompagne d'ailleurs à une remarque, et je terminerai sur cet aspect, c'est que, rappelez-vous, en 2011-2012, beaucoup nous avaient expliqué qu'il allait avoir une sorte d'effet domino. C'est-à-dire qu'après la Tunisie, après l'Égypte, eh bien, les uns après les autres, les régimes de la région allaient tomber. Erreur totale de perspective. Mon propos n'est pas ici de distribuer les bons et les mauvais points pour savoir qui avait raison, qui avait tort à l'époque. La question, c'est pourquoi certains, des gens fort intelligents par ailleurs, en sont arrivés à considérer qu'il allait avoir un effet domino. C'est qu'ils continuaient à considérer que le monde arabe, ou le monde arabo-musulman, c'était une sorte de masse informe, mal délimitée, et que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, outre les facteurs de diversité déjà évoqués, il faut désormais s'imprégner du fait que cette région, comme les autres régions du monde, est composée d'États-nations, et que la remise en cause des régimes, qui a tenté d'être réalisée en 2011-2012, cela ne signifie pas la remise en cause des États. C'est tout à fait différent. Et je me souviens que lors des premières manifestations qui ont ponctué un certain nombre de pays dans les mondes arabes, eh bien, il y a le drapeau national qui était brandi dans chacune des manifestations. Et donc, finalement, je crois que c'est le patriotisme des citoyens qui les pousse à se mobiliser, et que les États-nations ont finalement, au-delà des apparences, été consolidés. Alors certes, je sais bien que certains États sont infiniment affaiblis, on pourrait en faire une liste, je sais bien que certains sont très nécrosés au niveau de la nature des appareils d'État, mais en même temps, il y a des liens d'allégeance nationaux qui existent, qui sont essentiels et qui sont, à mon avis, très importants, parce que si on considère que les États-nations sont consolidés depuis la phase de décolonisation, alors nous avons un cadre à l'intérieur duquel l'ouverture politique des sociétés est possible et souhaitable. Je ne sais pas quand cela pourra se décliner réellement, parce qu'évidemment, il y a toujours ces formes d'autoritarisme, mais nous avons ces données essentielles si nous voulons comprendre les dynamiques actuelles. Donc on vient de comprendre, vous nous avez éclairé, et vous, sur beaucoup de choses avec, vous avez parlé de différence. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin en parlant de divergence, si on va prendre un exemple, la question palestinienne par exemple? Oui, on peut. C'est-à-dire, là, on doit, parce que je suis de ceux qui considèrent qu'il y a toujours une centralité de la question palestinienne quand on s'intéresse aux questions afférentes à la région. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte de reconfiguration des équations stratégiques autour de la question israélo-palestinienne. Je l'ai évoqué tout à l'heure en 2 mots, je vais en prendre 5 maintenant. C'est que cette question israélo-palestinienne, elle va de mal en pis, chacun le comprend, et évidemment les décisions prises par l'administration Trump ne sont pas là pour arranger les choses, les fluidifier ou rendre possible la perspective d'un État palestinien indépendant, souverain et viable, je le souligne toujours bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, à l'impulsion des Saoudiens et surtout des Émirats arabes unis, une sorte de reconfiguration géostratégique sous-régionale avec Israël. C'est-à-dire qu'il y a véritablement la volonté d'imposer un plan que je n'ose qualifier de paix au peuple palestinien. D'ailleurs, on s'aperçoit que le petit télégraphiste chargé de mettre en forme ce plan, c'est-à-dire le gendre de M. Trump, qui n'a aucune compétence sur la question régionale, a quelques difficultés à mettre en œuvre ce plan dont on attend la publication, s'il existe, et ça ne vient pas. C'est quand même très indicateur. Donc, en réalité, ce que je veux dire, c'est que, une fois de plus, certains croient qu'il est possible de régler la question palestinienne sans d'ailleurs consulter les Palestiniens eux-mêmes, ce qui est un non-sens méthodologique, mais qu'en outre, à l'intérieur des États arabes, il y a des divergences profondes. Et je prendrai l'exemple de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, on en parlera tout à l'heure, et il y a de meilleurs spécialistes que moi de ce pays. Certes, ce n'est pas un parangon de vertu démocratique, et en même temps, sur cette question, c'est très intéressant. Parce que le jeune Mohammed Ben Salman,
le prince héritier, a déclaré, lors notamment de sa longue visite aux États-Unis au printemps dernier, qui a duré 3 semaines environ, avant de venir passer quelques jours au sein de certains États de l'Union européenne, il avait expliqué que finalement, le plan était en œuvre et que les Palestiniens n'avaient qu'à se taire et accepter les propositions. Oui, sauf qu'à la mi-avril, donc quelques semaines plus tard, la Ligue des États arabes a tenu une session en Arabie Saoudite, présidée par le roi, le papa Mohammed bin Salman, le roi Salman, et que celui-ci a intitulé, a nommé cette session de la Ligue des États arabes du nom de Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem. C'est plus qu'un symbole. Et depuis lors, il a fait savoir qu'il était hors de question que la question israélo-palestinienne puisse se régler sans que les Palestiniens n'aient un État à eux, viable et libre, etc. Donc ça prouve qu'au sein même de l'appareil d'État saoudien, il y a ce qu'on appelle l'appareil d'État saoudien, il y a des divergences, mais des divergences absolument centrales. Donc le projet porté par les États-Unis et l'administration Trump, s'appuyant sur Israël, les Émirats et l'Arabie saoudite, à mon avis, ne fonctionnera pas, parce qu'il est entaché de problèmes méthodologiques, et parce qu'en outre, les rapports de force politique ne rendent pas possible la réalisation d'une paix, d'une soi-disant paix, sur le dos des Palestiniens. Pour terminer sur ce point, si les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël tentent de régler la question palestinienne sur le dos des Palestiniens, c'est qu'ils ont besoin de régler cette question pour aborder une question qui pourrait être beaucoup plus existentielle, c'est la question de l'Iran. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est plus fondamental encore du point de vue des perceptions qu'ont les Saoudiens, les Émiratis et bien sûr les Israéliens. Il est nécessaire de régler, quand je dis régler, à leur manière, le pense-t-il, c'est-à-dire amener à récipicence le gouvernement et le régime de la République islamique. Et là, je leur souhaite bon plaisir. Écoutez, je vous remercie. On a pris 15 minutes de retard. Pas à cause de moi, quand même. Non, c'est à cause de Jacques Millard. C'est lui le responsable. Quand même.